Dans l'Antiquité, il y a plusieurs civilisations très connues. Celle de la Grèce est peut-être la plus intéressante et la plus passionnante de l'époque, à travers ses innombrables connaissances qui nous sont parvenues jusqu'à aujourd'hui, et qui font d'office d'histoire, de légende, et tout autre support que vous connaissez sûrement. La cité, police, le mode de vie grec, les formes de gouvernement et de philosophie, naît là-bas, et encore aujourd'hui intrigue. Mais il y a un moment dans le passé où cette culture n'existait pas. Si je vous demandais de me donner des événements qui se seraient déroulés les décennies avant les guerres médiques, qui signent l'avènement de l'époque classique, la réponse serait suivie d'un grand blanc avec une onomatopée plus que convaincante. Cette réponse serait légitime, car il est vrai qu'au 5e siècle avant Jésus-Christ, la Grèce semble être silencieuse et repliée sur elle-même, sans l'effervescence culturelle qu'on lui connaît. Mais c'est pas vrai ce que tu dis. T'es qui, toi, un personnage secondaire oubliable? Je te permets pas. Moi je sais que tu dis n'importe quoi. Non, après j'en suis qu'à mon intro. Difficile de juger mon travail. Ah oui, la guerre de Troie et le lycée. Je suis sûr que ça se passe bien avant l'histoire de la Grèce. Et moi à l'école, on m'a dit que la guerre de Troie avait bien existé. Ah oui, c'est intéressant que tu m'en parles, car j'allais aborder le sujet. Bien vu. Humble salut. Espèce de charrier de mer. Eh dis donc, j'en truc le cube là. Tu vas te calmer, oui? C'est 4 fois le cube. Continue à mal me parler, je sais, cache ton montage. Oui, c'est bien, maintenant tu vas prendre tes pilules et tu vas aller voir dehors si j'y suis, hein. Humble salutations, je suis Illuminatix et aujourd'hui nous allons nous demander ce qu'il y avait avant les Grecs. Cette question compliquée a cependant un candidat simple et pas très connu qui avait sa place dans la Grèce continentale par le passé. Les Mycéniens. Il faut se demander à quel niveau les Grecs et ces dits Mycéniens se ressemblent. Sont-ils les Grecs du passé ou bien un peuple dont les Grecs ont divergé? Les légendes homériques, comme l'a évoqué une personne que je ne peux qualifier, sont-elles uniquement des légendes ou racontent-elles un passé glorieux et vivant de leur époque? Mais plus simplement, entre mythe et histoire, quel est le passé des Grecs? Pour plus de précision, je vais essayer d'être le plus clair possible. Si vous n'avez pas fait d'études dans ce domaine ou que vous n'êtes pas un grand passionné de civilisation antique, le monde grec que vous connaissez, la démocratie athénienne, la guerre du Péloponnèse, Léonidas et les Spartiates, tous ces événements ne représentent en vérité qu'une petite partie de l'histoire, celle de l'époque classique, c'est-à-dire commençant en 510-480 avant Jésus-Christ jusqu'à 323 avant Jésus-Christ. Ces dates correspondent d'un côté à l'entrée géopolitique du monde grec avec l'Orient à travers les guerres médiques, et de l'autre, l'avènement d'Alexandre le Grand qui unifiera l'intégralité de cette zone géographique, ouvrant à l'époque hellénistique. Mais le passé, lui, est plus flou. Pourtant, nous savons aujourd'hui, et depuis longtemps, qu'une civilisation a brillé culturellement dans la Grèce plusieurs siècles auparavant. Cette civilisation mystérieuse, ce sont les Mycéniens. Maintenant, nous pouvons mettre le cadre. Quittons le 5e siècle pour nous diriger un millénaire dans le passé, au 16e siècle avant Jésus-Christ. Dans ce monde très ancien, très peu de civilisations existent. En Chine, une petite dynastie royale, pas impériale, commence à peine à se développer autour du fleuve jaune. Le croissant fertile, lui, est dominé par Babylone, en plein dynamisme. Le nord du croissant et l'Anatolie sont dominés par les puissants Hittites, qui commencent eux aussi un âge d'or et de prospérité. Et au niveau du Nil, après un temps d'instabilité, le dit Nouvel Empire s'établit dans toute l'Égypte ancienne. Dans ce monde, la Grèce continentale voit l'apparition d'une civilisation. Ce sont les Mycéniens. Cependant, une autre culture existe déjà à ce moment-là en Grèce, les Minoens. Ok, je sais que là, je vous perds un peu, mais je vous rassure, c'est important pour comprendre. On sait très peu de choses sur le début des Mycéniens, mais à partir du XVIIe siècle avant Jésus-Christ, une évolution démographique et sociétale apparaît. Des villages tribaux commencent à s'organiser en proto-villes, et la Grèce mycénienne semble comme influencée à se développer. Ce développement est sûrement donné par les Minoens, leurs plus proches voisins. La civilisation minoenne est une civilisation qui commence à prendre de l'âge. Elle est attestée comme culture unique à partir du 2e millénaire avant Jésus-Christ. Son nom provient de Minos, le roi légendaire de Crète, où s'est développée cette civilisation. Cette civilisation est très particulière, n'étant pas d'origine indo-européenne, ou seulement en partie, comparée à son voisin continental. Pourtant, cette culture rayonnante va influencer tous les bords de la mer Égée, ce qui sera potentiellement sa perte. À partir du 16e siècle avant Jésus-Christ, la Crète semble comme redémarrer culturellement. Des traces de destruction, de chute, de traces d'artisanat et de changements culturels s'opèrent progressivement. Concrètement,
Les Mycéniens ont sûrement militairement et diplomatiquement envahi puis dominé les Minoens, intégrant avec eux leur culture. C'est ici que démarre l'âge d'or mycénien, car l'intégration des éléments minoens va permettre aux Mycéniens de faire briller leur civilisation. Mais alors, à quoi ressemble le monde mycénien? Eh bien, même si cela reste flou et sujet à débat, nous savons que la civilisation mycénienne est une civilisation, mais pas un état. La région est dominée par de petits royaumes, certains établis dans des villes ou sur d'anciens emplacements de villes connues. On y reconnaît Thèbes, Athènes, Sparte, mais aussi des villes moins importantes par la suite, comme Pylos, Salamine, et selon les sources, la plus importante et puissante, Mycène, qui a d'ailleurs donné son nom à cette civilisation. Ce qui est étonnant, étant donné qu'Homère cita dans son récit que Mycène fut la capitale des États du Péloponnèse. Hé, tu réponds pas à ma question. T'es même en train de m'esquiver. La guerre de Troie dans cette histoire, elle a eu lieu, oui ou non? Bon, puisque tu insistes, alors dans les faits, c'est vrai qu'au premier abord, nous retrouvons beaucoup d'éléments anciens issus de l'Iliade. Par exemple, de multiples petits royaumes qui ont peut-être un lien de vassalité avec un plus grand, Mycène. Et c'est vrai que Troie existait déjà. Oui, d'ailleurs les ruines de Troie sont connues. Troie, aussi connue sous le nom d'Ilion, une cité qui était très riche au cours du XIVe et XIIIe siècle, et qui, par la suite, fut détruite et abandonnée à 2 reprises au cours des 2 siècles suivants, comme le démontrent des traces d'incendie, de démolition et de mutilation sur des dépôts y retrouvés. J'avais raison. Oui, enfin, on n'a aucune preuve de la raison qui a mené au conflit, et celle avancée par l'Iliade, certes très épique, n'est pas prouvée et ne paraît pas suffisante pour provoquer une telle guerre. Mais c'est sûr, voyons, regarde, c'est pas les Nestor, ça. Et ça, c'est le masque d'Agamemnon. Alors oui, non, c'est pas ça, mais tu soulèves un point important. Ça a l'air grandiose quand même, cette légende qui semble prendre vie. La plupart des découvertes citées jusqu'à présent datent de la fin du XIXe siècle et ont été pratiquement réalisées intégralement par Heinrich Schliemann, archéologue autodidacte et homme d'affaires. C'est à lui qu'on doit toute la base des recherches et connaissances dans le domaine. Cependant, il est aujourd'hui une image contrastée dans le monde de l'archéologie, la première raison étant les raisons mêmes de ses recherches. Comme vous, actuellement, il cherchait à tout regrouper. Schliemann, qui était un fanatique de l'histoire de la guerre de Troie, passa sa vie à prouver son existence à travers ses fouilles. Et le problème est peut-être là. À trop chercher quelque chose, on néglige tout le reste. Ce sont les premières choses qui ressortent de ce qui concerne le passé des Grecs au XIXe siècle, les travaux de Schliemann. Si on peut trouver en effet des ressemblances à travers ses recherches, l'idée même de prendre une histoire écrite par un poète supposé, car après tout l'existence d'Homère est considérée comme semi-légendaire, cela amène plein de problèmes. Des problèmes qui vont enfermer la culture mycénienne dans un rôle, celui de justifier et expliquer l'époque épique des légendes grecques. Heureusement, la recherche historiographique est un milieu qui reste très peu de temps figé, encore plus quand celle-ci doit combler des blancs. À ce moment-là, on détenait très peu de sources véritables sur ce qu'étaient les Mycéniens, à part ce que j'ai déjà cité plus tôt. Mais au début du XXe siècle, Sir Arthur John Evans, archéologue britannique qui travaillait sur les sites à Knossos en Crète dans le but de prouver l'existence unilatérale des Minoens, découvre plusieurs palais et des tablettes d'argile qui avaient été cuites accidentellement. Une aubaine face à la grande difficulté de mettre la main sur de l'écriture non murale vieille de plus de 3 millénaires. Il y découvre 2 langages. Le linéaire A, langue et écriture aujourd'hui attribuées aux Minoens, non déchiffrée à ce jour et dont l'origine sémitique ou extérieure est encore débattue. Et le linéaire B, qui semble plus récent et dans une autre forme de structure, ce qui fait comprendre que le linéaire B dérive du linéaire A. La recherche va de nouveau délaisser cette région. La guerre dans les Balkans et son instabilité jusqu'aux années 50 peut expliquer en partie cela. C'est donc en 1952 que de grandes découvertes sont actées. Le linéaire B, contre toute attente, est décrypté par 2 philologues britanniques, Michael Ventris et John Chadwick, qui découvrent un lien direct entre le grec ancien de l'époque classique et le linéaire B, prouvant ainsi que le linéaire B est bien une forme archaïque du grec, ce qui permet d'attester de son évolution avec le temps, et donc d'une continuité de cette civilisation. Finalement, ils ont confirmé ce que nous pouvons comparer à travers d'autres exemples, tels que le français qui finalement n'est qu'un dérivé du latin. À partir de ce moment, une bonne partie du monde mycénien peut reprendre vie. Et oui, puisque dès lors tous les textes et tablettes retrouvés vont pouvoir être déchiffrés. Mais ce premier mouvement d'enthousiasme sera suivi par une légère frustration, mais nous en reparlerons un tout petit peu plus tard. Les recherches vont continuer à préciser la vision que nous avons de cette période, par des découvertes extérieures comme des nodules, des restes de bateaux,
tout au long des années 60 à 90. Maintenant, on peut évoquer ce que nous apprennent principalement ces études, qui changent à minima des sources du 19e siècle. On y découvre une civilisation palatiale, c'est-à-dire qui construit des villes basées sur un modèle d'un grand palais, de grands lieux présents dans les villes qui comprenaient à la fois résidence royale, lieux de culte, archives et dans certains cas des entrepôts. Imaginez des sortes de châteaux médiévaux plus. Une pratique qui était commune à toutes les civilisations de l'Orient à l'époque. Leur organisation est complexe et principalement basée sur la maîtrise du commerce pacifique ou militaire et sur la maîtrise des mers. Une civilisation qui détient principalement des archives sur la gestion économique et locale du pays. Oui, c'est de ça qu'il fallait parler. Dans la grande majorité des dossiers étudiés, on remarque la quasi-absence de textes de diplomatie, de guerre, de géopolitique et d'ensemble culturel. Pour la plupart, il s'agit de cahiers de comptes sur des recettes et de registres sur des denrées alimentaires. Cela tend à garder beaucoup de mystères sur de nombreux domaines de la vie des Mycéniens. Un autre exemple étant la religion. On sait que le panthéon mycénien, hérité des Indo-Européens, est presque intégralement similaire au panthéon grec, à l'exception de certains dieux, soit inexistants, soit dont le nom n'a pas encore été déchiffré. Les Mycéniens ont aussi laissé presque aucune trace sur la manière de rendre culte. À part quelques offrandes, on ne sait pas non plus quelle place prenait la religion dans la vie quotidienne. Ces sources cumulées à des découvertes sur des objets laissés par les Mycéniens viennent aussi démontrer une vision trouble des légendes homériques. Par exemple, l'emploi du casque de défense de sanglier, qui est usité par cette population pour la guerre, contrairement aux Grecs, qui ne semblent pas en avoir connu l'existence hormis à travers les légendes. Mais inversement, Homère évoque certains termes, comme le démos, le peuple, comme valeur fondamentale des cités. Ce qui ne semble pas être le cas sous les Mycéniens, où la notion d'homme libre est très floue. La population semble en bonne majorité vivre sous la domination servile complète face à une élite politique et ecclésiastique, similaire au modèle du Proche-Orient. Il n'y a pas non plus de plan de cité précis, comme on le connaît dans la culture grecque. Nous n'avons aucune connaissance aussi de noms de dirigeants ou de familles. Finalement, peut-on vraiment dire que les Mycéniens sont les personnages des contes homériques ? Comme on l'a vu au début, la civilisation mycénienne s'est installée au cours du 16e-15e siècle, avant Jésus-Christ. On connaît cependant quelques informations liées à leur forme de gouvernement et fonctions sociétales. Par exemple, les dirigeants que l'on qualifie de rois ou de princes, appelés Wanaka, semblent diriger de la même manière que l'ancienne élite minoenne. Les tombes de ces personnages sont reconnaissables par la richesse des objets entreposés. Ce facteur est souvent déterminant pour définir le rang hiérarchique et politique d'une personne. On sait aussi que la région et les villes des États mycéniens sont administrées par des cassirets, qui seraient des militaires locaux ou simplement des gouverneurs nommés, ou pas, par le Wanaka. La civilisation reste basée sur l'artisanat et le travail servile. On sait par exemple que plusieurs dizaines de femmes étaient employées au maintien et à l'occupation des lieux palatiaux. Un autre domaine intéressant relié aux Grecs est la céramique. Celle-ci est très différente des Grecs, beaucoup moins développée. Les formes sont soit inexistantes, soit très simplistes. Même si un début de perfectionnisme se fera lors des derniers siècles mycéniens, avec des formes très carrées, des couleurs plus marquées, appelées style proto-géométrique, à l'instar du géométrique, complexe et détaillé que maîtrisons les Grecs plus tard. Cette société était principalement ouverte sur le commerce et l'échange, chose que l'on peut savoir grâce à la richesse des fouilles qui ont permis de retrouver de la céramique issue du savoir-faire mycénien, très loin de la Grèce. En Égypte, sur la côte du Levant et même en Toscane, chez les peuples étrusques. Si la guerre de Troie n'a pas existé, on sait que cette civilisation a été en contact avec tout le reste de la Méditerranée. Peut-être que le mythe d'Énée, ancêtre ethnique des Romains, pourrait avoir des origines dans un contexte réel, mais ne divaguons pas du sujet. Étonnamment, les autres civilisations ont très peu décrit le peuple des Mycéniens. Les Égyptiens les définissaient comme les Minoens. Le royaume hittite laisse d'énormes flous sur la possibilité que ces peuples soient vraiment connus. Un vague nom Aniwiya, voulant dire achéen, a été mentionné, mais rien de sûr. On peut donc comprendre que soit aucune trace durable n'a été laissée sur la politique entre ces pays, soit que les Mycéniens n'avaient que peu ou aucun attrait à la diplomatie avec leurs voisins, les relations étant purement mercantiles. Cependant, chaque chose a une fin. Les Mycéniens, on sans doute, n'y échappent pas. Car après tout, la question du passé des Grecs ne se poserait pas si cette civilisation avait perduré jusqu'au 5e siècle. Cependant, la cause de cette chute n'a laissé pratiquement aucune trace, à part quelques théories qui pour l'instant n'ont aucune validité. Pour ce qui est sûr, nous savons que les relations économiques ont commencé à réduire au XIIe siècle avant Jésus-Christ.
Les palais et les capitales ont commencé à faire construire des murs et installer le pouvoir sur des lieux montés, comme des collines. Pour cette époque, il est évident que le rapport aux relations a changé et que les Mycéniens cherchent à se protéger face à quelque chose. Plusieurs théories sont avancées. Des conflits internes entre les États mycéniens qui auraient mené à des guerres fratricides, l'arrivée d'envahisseurs comme les Doriens qui seront plus tard définis comme les Grecs du Sud, mais cette théorie est la plus remise en cause. D'autres avancent l'état de mauvaise récolte ou de mauvaise gestion administrative qui aurait mené au rejet de l'État incapable de gérer la crise, et aurait vu la montée de révoltes et de pillages plongeant la Grèce dans le feu et le sang. Quelle que soit la raison, les derniers palais mycéniens s'effondrent à la fin du Xe siècle. Les grandes villes se dépeuplent, le linéaire B est oublié. Beaucoup de Mycéniens qui auraient cherché à fuir cette chute se seraient reconvertis en tant que pillards sur les mers, et auraient contribué au saccage des peuples de la mer, qui ont provoqué la chute de toutes les civilisations de l'âge du bronze, ouvrant celui à l'âge du fer. Concrètement, les Mycéniens sont une civilisation mystérieuse. On ne sait pas grand chose d'eux, cependant ça nous permet d'en savoir sur l'histoire des Grecs avant eux. C'est pas vrai. T'as rien prouvé. L'Iliade, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Non. Non. L'histoire qui nous est contée dans l'Iliade et dans l'Odyssée ne sont que des légendes. Cependant, ces légendes ont possiblement une origine marquée dans l'histoire des Mycéniens. L'histoire racontée par Homère est bien ancrée dans sa période, c'est-à-dire la fin des siècles obscurs, 8e et 9e siècle avant Jésus-Christ, et donc proche du début de l'ère archaïque. C'est une époque de transition. Au final, l'Iliade raconterait possiblement une vraie guerre, possiblement contre la cité de Troie, qui ensuite fut romancée, adaptée et changée par les siècles et l'héritage sûrement oral. Pour sûr, cette histoire est le dernier reflet terne, le dernier écho d'une époque qui a sûrement été raconté pour que le peuple égéen n'oublie pas son passé, et qui s'est petit à petit changé en légende et mythe fondateur. Dans les faits, les Mycéniens sont les Grecs, mais ils ne le sont pas non plus. C'est le sens de l'évolution qu'a pris ce peuple. À partir du 9e siècle en Grèce, on voit un léger retour de civilisation. Certains villages reprennent forme, certains sous les ruines mycéniennes. Cependant, la pratique de se protéger des menaces a marqué ce peuple, c'est ainsi qu'apparaît la diffusion de la pratique de l'acropole. La vie se structure autour de la solidarité et de la communauté, voyant l'apparition des premières cités-États qui, face aux avancées de l'urbanisme, se transforment en véritables petites citadelles. Les anciens représentants locaux, face à ça, deviennent, pour les derniers encore présents, des maîtres de cité, évoluant de cassireux en basileux, les rois. Et la suite, vous la connaissez. Face à la structuration des cités, la sécurité revient. Le commerce interne à la Grèce reprend. Les cités se multiplient. L'accroissement de la civilisation nécessite la réintroduction d'un alphabet, qui se fera en s'inspirant de l'Orient, et qui donnera donc le grec ancien. Cette vitalité s'accompagne de l'expansion. Les Grecs s'installent au nord de la Thessalie, jusqu'au Bosphore, sur les côtes d'Anatolie, dans l'Épire, et dans un large territoire à l'ouest qu'ils nommeront Magna Graecia, Grande Grèce, qui est le sud de l'Italie. Ce monde reste dans une pseudo-harmonie entre cités jusqu'à l'arrivée d'un conquérant iranien, dit roi des rois, qui mettra fin à cette relative période de calme. Un sujet un peu complexe, hein. Je suis d'accord, finalement je n'ai pas répondu à une question, mais à deux. Les légendes grecques sont-elles vraies et qu'étaient les Grecs par le passé, en prenant la civilisation mycénienne comme exemple. En tout cas, j'espère que cette petite immersion dans la Grèce antique, encore plus antique que celle que vous connaissez, vous a plu. Après 2 vidéos sur les Ottomans, je me suis dit que ça ferait du bien de parler de leurs voisins de l'autre côté de l'Égée. Allez, on se revoit en septembre pour la future vidéo, et pensez à vous abonner et... Attends, il est où ton pote débile là? Lui aussi je vais l'embêter. Allez, salut!